Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 12 mars. Salut à Sab Deveau, Madame Ada Dan Dan, salut Ellie, comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous passez une très très bonne semaine. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau texte et on va rester dans le thème du bouddhisme, de l'Avatamsaka Sutra, de l'ornementation fleurie, du Kegon, du Huayen. Je ne sais pas le dire en chinois, donc je vais le dire Kegon en japonais, ce sera plus simple pour moi. Donc on va rester dans ce thème-là, hein, qui est le thème qu'on avait abordé déjà les mercredis avec Mioé. Et on reste en plus avec le même traducteur. On va partir sur la méthode d'examen mental. Hop, attendez, il y a des réflexes. Sur la sphère de la loi, selon l'ornementation fleurie, traduit par Frédéric Girard. Un texte dont l'auteur n'est pas très clair. Il y a des discussions à savoir exactement qui l'a écrit, mais c'est un texte qui a été assez influent dans le bouddhisme, donc Kegon. Quand je dis Kegon, hein, j'inclus la version chinoise, mais c'est juste que je ne sais pas prononcer le nom chinois, donc je dis Kegon. Donc assez pas mal d'influence dans le Kegon, pas mal d'influence également dans le bouddhisme Chan, qui deviendra le Zen au Japon. Donc voilà, c'est un texte qui a pas mal d'intérêt. Et il va être notamment l'occasion pour nous de discuter d'un concept important dans le bouddhisme Mahayana et qu'on n'a pas tant discuté que ça en vrai, qui est le concept de la vacuité. Voilà, concept qui peut être assez facilement mal interprété. Voilà, c'est assez facile de mal interpréter la vacuité. Et justement, ce qui est intéressant dans ce petit texte, c'est que il y a une grande discussion sur ce qu'est la vacuité par rapport au phénomène et surtout ce que n'est pas la vacuité, ce que ne sont pas les phénomènes, etc. Donc on va vraiment avoir l'occasion de approfondir cette notion de ce qu'est la vacuité. Voilà. Alors le texte paraît gros. En vrai, la traduction commence à partir de là. Donc en fait, il y a déjà un peu plus de la moitié qui est donc une introduction. Et la traduction en elle-même, il y a en fait la traduction, il y a le chinois, la traduction et également des commentaires, notamment par un moine qui était à la fois un moine Kegon et un moine Chan qui s'appelle Zhongmi, donc un moine chinois. Donc on va pas forcément lire toujours les commentaires de Zhongmi, mais des fois les commentaires pourront nous aider si on se retrouve dans des situations où on est un peu embarrassé et on ne sait pas trop ce qui se passe. Parce que vous allez voir que des fois le texte peut être un petit peu taquin. Il est exprès, il est fait un petit peu de façon taquine. Voilà. Salut à Dagdeg, comment ça va? Alors, peut-être en intro sur la vacuité, je pense que le point qui est peut-être nécessaire au début, c'est de relire peut-être le sutra le plus connu, le sutra Mahayana le plus connu au sens large, le plus récité, notamment parce que c'est un sutra très court, qui est le sutra du cœur et qui a justement trait à ce concept de vacuité et de la relation de la vacuité au phénomène ou à la forme, comme vous voulez. Donc je vais déjà vous lire une fois, hein, cette version courte qui est d'ailleurs sur Wikipédia, tellement courte qu'il tient sur une demi-page et qui est récité, hein, très très fréquemment dans la plupart des écoles bouddhistes. Alors pas dans la mienne, dans le Jodo Shinshu, on ne récite pas le sutra du cœur, voilà, vu qu'on se concentre sur les trois sutras d'Amida, mais voilà, dans la plupart des autres traditions, il est récité sous une forme ou une autre, version courte, version longue, en chinois, en japonais, etc., etc. Donc voilà déjà le sutra du cœur. Donc si on le relit rapidement, alors je vais essayer de vous le lire. En fait, vous ne voyez pas, mais moi j'ai ma caméra du dessus qui me sert à vous lire les vrais livres physiques qui passent devant mon écran. Du coup, je suis obligé de tourner un peu. Donc si je gigote, c'est normal, hein. Donc le sutra du cœur, dans sa version courte, dit: le bodhisattva de la grande compassion, Avalokiteshvara ou Kannon, par sa pratique profonde de la grande sagesse, voit que les 5 agrégats ne sont que vacuités, en japonais ku. Par cette compréhension, il soulage toutes les souffrances. Shariputra, donc le moine à qui est adressé le texte, hein, Shariputra, les formes ne sont pas différentes du vide et le vide n'est pas différent de la forme. Shiki, donc les formes, hein, Shiki lui-même est ku, la forme et le vide. Ku lui-même est Shiki, le vide est également la forme. Il en est ainsi aussi de la sensation, de la perception, des formations mentales et de la conscience qui sont les 5 agrégats. Salut à Timat, salut, salut. Shariputra, toutes les existences ont l'aspect de la vacuité. Elles sont sans naissance ni extinction, ni pures ni souillées. Elles n'augmentent ni ne diminuent. Donc dans Ku, la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni conscience. Il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni pensée. Donc dans Ku, dans la vacuité, n'existe pas de domaine d'essence. Il n'y a ni ignorance, ni cessation de l'ignorance, ni illusion, ni cessation de l'illusion. Il n'y a ni
dégénérescence et mort, ni cessation de la dégénérescence et de la mort. Il n'y a ni souffrance, ni cause, ni cessation, ni sentier. Je mets toujours ma caméra devant, je suis désolé. Ni sentier. Il n'y a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Attendez, je vais bouger la caméra, ce sera plus simple. Hop, ni inobtention. Pour le bodhisattva, grâce à la grande sagesse qui conduit au-delà, l'esprit sans obstacle ne connaît pas la peur et toute illusion, tout attachement sont éloignés. Il faut parvenir à l'ultime fin, le nirvana. Tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur pratiquent la grande sagesse et ainsi atteignent le plus parfait éveil. Donc nous devons comprendre Kanya Haramita, donc ce sutra du cœur, est le grand mantra brillant et lumineux, le plus élevé de tous les mantras qui est incomparable. Sa force coupe toutes les souffrances. C'est le vrai mantra, par lui il est possible d'atteindre l'essence de toute vérité. Allez ensemble, au-delà, du par-delà, jusqu'à l'accomplissement de la voie. Et voilà, et donc Hanya Shingo, du coup, le sutra du cœur. Donc voilà, globalement, je vous ai mis mon énorme caméra dans l'autre champ de la caméra. Je la redescends. Donc voilà, globalement, ce sutra du cœur, qui est un sutra très court, donc qui a trait à la vacuité. Le point qui est important du coup par rapport à cette notion de vacuité, c'est qu'en fait, et c'est ce qui est dit au tout début, les formes ne sont que le vide n'est que les formes. En fait, il n'y a pas de différence réelle entre la vacuité et les formes. Alors, pour comprendre cette idée, il faut comprendre globalement ce qu'on appelle la vacuité. La vacuité, si je reprends l'exemple de ma tasse, ceci est une tasse. Ok, alright, c'est une tasse. Quand on la regarde comme ça, c'est donc ce qu'on qualifierait par rapport à ce texte qu'on vient de lire, c'est une forme. Elle a donc un certain nombre de caractéristiques physiques. Elle est d'une certaine couleur, elle est d'une certaine forme. Elle a un visage, ce qui est particulier pour une tasse. C'est donc une forme. La vacuité, en fait, c'est ce qu'on va obtenir lorsque on va analyser dans le détail cette forme jusqu'à ce qu'on finisse par se rendre compte qu'au final, toute cette forme-là est la vacuité. Qu'est-ce que la vacuité dans ce cas-là? Eh bien, tout simplement, on va commencer à analyser cette tasse. Cette tasse, elle est faite d'une certaine matière. C'est une tasse qui est faite par une potière. Pour arriver à cette tasse, il a fallu une certaine matière qui provient d'un certain nombre d'éléments qui sont là depuis extrêmement longtemps. Il a fallu la main de la potière pour arriver à obtenir cette forme, potière qui est née de parents, qui a dû se nourrir pour survivre, etc., etc. Et en fait, quand on commence à analyser ce qu'est cette tasse-là, qui paraît être un objet d'une forme définie, entièrement séparée du reste des choses, en disant, voilà, ceci est une tasse, ceci est grec, les deux choses sont différentes, le potier ou la potière et cette tasse sont différentes, etc. Quand on commence à pousser l'analyse au plus profond, on se rend compte qu'en fait, cette tasse n'est pas séparée de l'entièreté des causes et des conditions qui fonctionnent à travers l'univers. Parce que voilà, pour arriver à cette tasse, comme j'ai dit, il a fallu une certaine matière, il a fallu une couleur, mais d'où vient la couleur? Elle a été créée. Il a fallu que des gens mélangent certains pigments. D'où venaient les pigments? D'où venaient les personnes qui ont mélangé les pigments? Etc., etc. Et en fait, en remontant comme ça, on arrive en fait à évacuer d'une certaine façon l'essence qu'on attribue faussement à la tasse, c'est-à-dire cette idée de dire, regardez, ceci est une tasse avec un visage qui est différente des autres tasses, qui est différente de moi, qui est différente de la table. Elle a une identité propre. Et donc le but de cette analyse qui l'amène à la vacuité, c'est de se rendre compte qu'en fait, cette tasse, finalement, est entièrement reliée à l'entièreté de toutes les autres choses. Donc au final, elle participe à la non-dualité des choses, et que c'est d'une façon erronée que je lui attribue, moi, en tant que Greg, une existence propre, et en lui attribuant une existence propre, le risque principal, eh bien, c'est que je m'y attache, en disant, regardez, c'est ma tasse, c'est une belle tasse, elle a un beau design, c'est à moi, c'est ma tasse. Voilà. Alors que quand on analyse les choses suivant justement cette analyse de la vacuité, on se rend compte que cette tasse est reliée à l'entièreté des choses, et au final, ce n'est qu'un élément parmi une infinité d'autres éléments, et donc on va pouvoir, au final, s'en détacher. Donc c'est très résumé, c'est vraiment très très résumé. Mais voilà, du coup en fait, la vacuité et les formes ne sont pas différentes. C'est juste que la vacuité, c'est ce qu'on obtient lorsque on évacue les caractéristiques qui nous paraissent être les caractéristiques propres de la forme, de par en effectuant une analyse. Donc on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, ça peut paraître un petit peu compliqué, c'est juste une introduction. Le texte justement qu'on voit aujourd'hui a pour but de discuter de ce qu'est et ce que n'est pas la vacuité. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, le le mème associé à ce stream, c'est celui-là.
Ah je préviens, hein. Je préviens parce que le texte est taquin par moment. Le texte est un peu taquin, donc voilà. C'est le même associé à ce stream, voilà. Alors, je vous propose d'attaquer, suite à cette introduction, le texte. Ce sera peut-être un petit peu plus clair au fur et à mesure. Voilà. Ah bah, j'ai remis ma caméra presque correctement, je suis pas dégueu là, je suis pas dégueu. Hop. Alors, donc la traduction de ce petit traité qui au final n'est pas si long en soi, hein, surtout en chinois, il est vraiment pas très long, hein. Alors, méthode de la culture de l'examen mental sur la sphère de la loi, selon le grand sutra développé de l'ornementation fleurie du Bouddha. Donc un texte qui se place, hein, du coup, dans la tradition Kegon, hein, dans la tradition de l'Avatamsaka. Elle s'étage en 3 plans. Compendium donc du moine du Shun à la capitale. Donc voilà, c'est la personne qui est censée l'avoir écrit. Alors c'est un peu le bazar, hein, cette histoire de qui a écrit ce texte. On va pas trop revenir dessus parce que vraiment même les historiens ne sont pas très d'accord là-dessus. Donc, ce sont la vacuité authentique en premier, la non-obstruction entre le principe et les phénomènes en second, et l'inclusion universelle en troisième. En fait, ça, c'est les 3 chapitres du livre, ou 3 chapitres de ce traité qui vont être discutés. Et aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur la vacuité authentique. Ce qu'est la vacuité. Donc le premier, l'examen mental sur la vacuité authentique. Comment est-ce qu'on arrive à contempler, à concevoir la vacuité? En premier, nous envisagerons la méthode d'examen sur la vacuité authentique sous 4 propositions et en 10 articles. L'examen mental sur la réduction analytique du sensible à la vacuité. Attendez, j'essaie juste d'en mettre 5 000, voilà. Sensible à la vacuité. L'examen mental mettant en lumière l'indissociation de la vacuité et du sensible. L'examen mental sur la non-obstruction du vide et du sensible. Et enfin, l'examen mental sur l'exténuation intégrale et le non-appui. Donc ça, c'est les 4 sous-chapitres qu'il va aborder dans ce texte-là. Alors, déjà, on va commencer à discuter la notion entre ce qu'on appelle le sensible, c'est-à-dire les formes, hein, les phénomènes, et la vacuité. Concernant ce premier examen, donc c'est l'examen mental sur la réduction analytique du sensible à la vacuité. Donc on va discuter comment est-ce que le sensible, hein, c'est-à-dire quand on parle de sensible, on parle de ce qui a une forme, ce qui a des caractéristiques, ce qu'on perçoit comme étant des objets séparés, typiquement ma tasse, et la notion de la vacuité. Timati dit c'est dur ce matin. Ah bah là c'est la vacuité. Hein. Là c'est le thème est sympa. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, concernant ce premier examen mental, nous établissons 4 articles. Donc il va discuter déjà de 4 points qui vont permettre de mieux comprendre et surtout d'éviter les erreurs relatives à cette notion de vacuité. En premier, le sensible n'est pas en lui-même le vide, car c'est lui qui est le vide. Le sensible n'est pas en lui-même le vide, car c'est lui-même qui est le vide. Quoi? Non, en fait, là, le traducteur a rajouté entre crochets, ce qui nous permet de mieux comprendre en fait ce qui est dit. Hein. En premier, le sensible n'est pas en lui-même le vide d'annihilation, car c'est lui qui est le vide authentique. Quelle en est la raison? Et après, je vais vous expliquer ça. Hein. Quelle en est la raison? Il n'est pas le vide, car il n'est pas en tant que tel vide d'annihilation. C'est en lui-même qu'il est la vacuité authentique. C'est dans ce sens qu'on le déclare vide. Cela tient en vérité au fait qu'il est la vacuité véritable et non pas le vide d'annihilation. Voilà pourquoi on le qualifie de rigoureusement vide, tout en le déclarant pourtant n'être point vide. Alors, de quoi il est question ici? En fait, il est question ici d'une première erreur qui pourrait être réalisée quand on parle de la vacuité. Et d'ailleurs, c'est une erreur, hein, pour la petite anecdote, qui est une erreur qu'ont fait beaucoup de chercheurs occidentaux au tout début quand ils ont commencé à s'intéresser au bouddhisme, quand ils ont rencontré ce concept de vacuité. Eh bien, ils ont associé cette idée de vacuité à une forme nihiliste des choses, où globalement, eh bien, la vacuité voudrait dire... Ah, attendez 2 secondes, il y a Nightbot qui a shooté un... Ah, je sais pas, il y a eu un... Il y a Nightbot qui a dégagé le message de Chessfish, je sais pas pourquoi. Désolé Chessfish, je sais pas ce qui lui a pas plu, mais le Nightbot a dégagé ton message. Bon, je sais pas. Donc bref,
les premiers occidentaux qui ont rencontré le bouddhisme ont rencontré cette notion de vacuité. Et pour eux, du coup, la vacuité, ils l'ont abordée sur une notion qui est, sur une idée qui est vraiment nihiliste, de dire, en fait, la vacuité veut dire rien n'existe. Ce qui n'est pas du tout le point en question. Rien n'existe, ce serait de dire, en fait, regardez cette tasse, ces phénomènes, hein, donc ces objets, n'existent pas. On est genre en mode la matrice, tout ceci est une illusion, rien de ce que vous concevez dans le monde n'existe. Rien de ce que vous voyez été comme une forme n'est en réalité qu'une pure illusion, tout court. Voilà, elle n'existe pas. Donc ce serait en fait la première erreur qu'on pourrait concevoir quand on parle de la vacuité, ce serait de dire les objets, tels qu'on l'a ici, sont vides dans le sens où ils n'existent juste littéralement pas. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on conçoit est une illusion et n'a pas d'existence. Du tout, du tout, du tout. C'est une erreur, ce n'est pas ce que veut dire la vacuité. La vacuité n'est pas une annihilation des choses, n'est pas cette idée que tout ce qui existe à travers le monde n'existe pas du tout, parce qu'on est bien d'accord que physiquement il y a une tasse, physiquement il y a un Greg, mais la vacuité, ce qu'elle veut dire, c'est que cette tasse telle que je la perçois comme étant un élément séparé des choses, ça c'est une illusion. Car en réalité, cette tasse est reliée à l'entièreté de toutes les causes et les conditions qui ont créé l'univers, notamment, elle s'est reliée à moi également. Ce n'est pas un objet séparé. C'est ça cette notion de vacuité. La vacuité, c'est la non-dualité. Ce n'est pas l'annihilation des choses, c'est très différent. Voilà. On n'est pas dans la matrice, tout ceci n'est pas une illusion, quoi. La tasse existe, techniquement elle existe. Elle a une forme, elle a une texture, elle a une couleur, mais derrière, quand on pousse l'analyse de cette forme, de cette texture et de cette couleur, et qu'on essaie de comprendre d'où elles viennent, l'entièreté des causes et des conditions qui ont amené chacun de ces éléments-là, là on arrive à la vacuité. Donc ce serait vraiment ce premier point, cette première erreur de ramener le matériel, ramener le sensible à cette notion d'annihilation et de dire, ok, la vacuité, c'est de dire que en fait, rien de tout ceci n'existe. Non, techniquement, ils existent. Le dire qu'ils n'existeraient pas serait une erreur. C'est la première chose. Faut dire que la vacuité, par définition, c'est pas facile. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, bon café, hein, Chessfish aussi, ouais. Et Madame Nanan qui dit rien n'existe sauf la vacuité. Bah non, parce que techniquement, la tasse existe aussi. Et c'est ça, un des risques aussi avec la vacuité, ce serait d'essentialiser la vacuité en disant qu'en fait, seule du coup, la vacuité existe. La vacuité serait une chose en elle-même. Et ça, on va y revenir derrière hein, sur ce problème qui est l'essentialisation également de la notion de vacuité. Ou alors le fait en fait d'utiliser la vacuité, de trop s'y attacher et du coup de remettre la vacuité dans une case. Et Madame Adandan qui dit la vacuité me semble transformée par le temps, ce qui mène à l'existence des choses. Alors ça peut être une façon de voir les choses, mais c'est pas exactement, je dirais pas jusque-là non plus tout à fait. C'est parce qu'en fait la vacuité, elle existe en permanence tout le temps. Elle est, en fait, c'est une, ouais, mais on va rigoler, hein. On va continuer un petit peu. Donc ça, c'était le premier point. Éviter déjà ce premier écueil qui serait de dire le matériel n'existe littéralement pas du tout, du tout. Ceci est la vacuité. Ce serait une approche nihiliste des choses. C'est ce qu'on appellerait dans le bouddhisme l'approche du non-être, qui est du coup une erreur. Première erreur. Donc déjà, attention à ça. Et deuxième chose, on continue. En second, le sensible n'est pas tel quel le vide authentique, car il est en lui-même le vide. Ah. Attends, on le refait. En second, le sensible n'est pas tel quel le vide authentique, car il est lui-même le vide. Quelle en est la raison? On le déclare ne pas être tel quel le vide authentique, car les signes distinctifs du bleu ou du jaune diffèrent du principe de la vacuité authentique. On le déclare néanmoins vide en lui-même parce que le bleu ou le jaune étant insubstantiels n'en sont pas moins intégralement vides. Ça, c'est le deuxième écueil qu'il va falloir éviter quand on parle de la vacuité. Cette fois-ci, ce n'est plus l'approche purement nihiliste de dire cette tâche physique n'existe pas et c'est ça la vacuité, donc ce qui est faux. La deuxième approche, c'est de dire cette tâche physique-là, c'est vraiment telle qu'elle, la vacuité en elle-même. Voilà. Juste comme ça, telle qu'elle, sous ces caractéristiques-là, eh bien, c'est la vacuité. Ce qui est faux également, dans le sens où la vacuité, en fait, c'est l'absence, enfin, c'est, on va dire, l'analyse de tous ces éléments-là qui montrent qu'en fait, ils n'ont pas de substance réelle.
on peut pas dire que cette tasse telle qu'elle est là, avec sa forme et sa couleur, hein, si on prend l'exemple, il parlait du jaune et du bleu, mais on peut parler ici du vert de la tasse, enfin cette espèce de vert bleu. Le vert de la tasse, le vert de la tasse tel qu'il est là n'est pas la vacuité. Le vert de la tasse est en réalité un mélange de plein de causes et de conditions qui ont amené cette tasse à avoir cette couleur-là. Et quand on pousse à nouveau cette analyse dans le détail, en analysant d'où est-ce que vient le vert, ça vient d'un mélange de couleurs, ça vient d'un pigment, ça a été appliqué par une personne, les pigments viennent de tel et tel élément, etc. Et on remonte et on remonte et on remonte, eh bien, en fait, on se rend compte que ce qu'on prend pour être la couleur vert n'a en réalité pas d'existence réelle non plus. Pourtant, elle est là. Et c'est ça toujours la subtilité, hein, c'est que ce n'est pas une annihilation du vert, on ne dit pas le vert n'existerait pas tout court, mais c'est plutôt le vert tel qu'il est là n'a pas d'essence propre, il est en fait un ensemble de causes et de conditions qui est relié à l'entièreté des autres causes et des conditions. Donc tel quel, on ne peut pas dire que cette tasse-là, ou ce verre, ou sa couleur, etc., représente réellement la vacuité en elle-même. La vacuité, on va la recevoir, on va la comprendre quand on va justement évacuer au fur et à mesure toutes les sensations, toutes les impressions euh, physiques du fait que cette tasse a une essence, ou que chacun des éléments de cette tasse a une essence pure, en disant voilà, il y a le vert est une couleur qui existe. Voilà, donc ça c'est la deuxième erreur. Et c'est ce qu'on pourrait d'une certaine façon euh, appeler l'attachement à l'être. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure, hein, ce serait l'attachement au non-être, c'est-à-dire dire que la position extrême qui serait de dire la vacuité, la tasse c'est la vacuité parce que la tasse n'existe pas, ce qui est faux, la tasse existe d'une certaine façon. Le deuxième, ce serait l'attachement à l'être, ce serait de dire la tasse telle qu'elle, avec ses caractéristiques physiques, est très exactement égale à la vacuité. Ce qui est vrai sous un angle est faux sous un angle, c'est-à-dire vrai sous l'angle du fait que effectivement la tasse n'est pas séparée de la vacuité n'étant que l'analyse de chacun de ces éléments-là, en fait, hein, c'est-à-dire ce que vraiment sur quoi repose chacun de ces éléments-là. Donc c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Voilà, donc ça c'est le deuxième point qu'il va falloir arriver à éviter. Ensuite, on a le troisième point qui dit le sensible n'est pas en lui-même le vide authentique, donc qui serait comme une entité ajoutée car il est vide. Quelle en est la raison? Il n'est pas en lui-même un vrai vide, car il n'est pas de sensible qui se trouverait dans la vacuité authentique comme une entité à part qui s'y ajouterait. Une fois analysé, le sensible s'avère être insubstantiel, c'est la raison pour laquelle il est lui-même vide. En vérité, pour autant que le sensible, une fois analysé, se laisse ramener à la vacuité, il ne peut en aucun cas exister de sensible au sein de la vacuité authentique. Voilà pourquoi nous tenons que c'est en raison même du vide de nature propre du sensible que celui-ci diffère du vide authentique. Là, l'idée est un peu plus difficile à saisir à mon sens. Ce serait une idée qui consisterait à dire que, en fait, quand on fait cette analyse donc, de chacun des éléments de cette tasse, et qu'on arrive à cette idée du côté insubstantiel de chaque élément, à force du coup de voir l'entièreté des causes et des conditions qui amènent à cela, et bien malgré tout, il resterait dans la vacuité une part du sensible. C'est-à-dire qu'à un moment, on arriverait à s'arrêter dans cette régression à l'infini de causes et de conditions et dire en fait, il reste un petit peu de sensible qui est présent au sein de la vacuité. Et donc là, pour elle, c'est une approche qui est fausse. Ça serait une espèce d'un peu d'entre-deux entre l'être et le non-être, hein. C'est-à-dire on fait cette régression et à un moment, effectivement, on s'arrête et voilà, on arrive à un élément physique qui représenterait la vacuité. Et en fait, là, à nouveau, hein, cette approche est fausse puisque la vacuité, c'est vraiment l'évacuation de tout, de tout le caractère sensible des choses par justement cette régression à l'infini. Voilà. Et j'en prends un petit peu du coup quelques questions en même temps. Chatfish qui dit: «Je trouve ça compliqué de vivre avec la sensation permanente de vanité du monde». Et pourtant, en fait, c'est intéressant avec la notion de vacuité, puis ça rejoint un peu la question de madame Adadandan, hein, pourquoi cette notion de vacuité apporte tant à l'auteur? C'est qu'en fait, la notion de vacuité, elle permet de comprendre là, en fait, ici, c'est une introduction à ce qui va se passer après. En fait, l'intérêt réel du texte se situe dans les parties suivantes. Mais il est obligé, pour pouvoir faire comprendre son propos, de rappeler exactement ce qu'est et ce que n'est pas la vacuité relativement au sensible. En fait, derrière, il y a cette idée de pouvoir dire que, alors oui, d'une certaine façon, si j'analyse la tasse sous l'angle de la vacuité,
l'intérêt en elle-même de la tasse finit par disparaître. Dans le sens où, effectivement, j'ai analysé chacune des composantes de la tasse, j'ai fait cette régression et je commence cette régression à l'infini. En tout cas, je lance ce processus de pensée qui me permet de concevoir qu'en effet, cette tasse n'est qu'un ensemble de causes et de conditions qui se sont mises tout ensemble, qui sont interdépendantes, qui sont non duelles et qui également en fait amènent à cette tasse qui, elle, est impermanente et n'a pas de nature propre de tasse, qui la qualifierait en tant que tasse. Cette nature propre qu'on met sur la tasse, c'est un ajout qu'on fait en tant qu'être humain. À nouveau, je prends l'exemple, hein, si mon chat voit ceci, il va pas penser que c'est une tasse, il va juste dire qu'il y a de l'eau dedans. Si une fourmi passe sur la tasse, elle va la voir comme une espèce de montagne, elle va pas la voir comme une tasse. Nous, on va rajouter cette conceptualisation en disant ceci est une tasse, parce qu'elle a un certain nombre de caractéristiques, et en plus c'est une tasse verte. À nouveau, si un autre animal qui n'a pas les mêmes cônes dans les yeux pour percevoir les couleurs voit cette tasse, il va pas la voir comme vert. De toute façon, il n'aura pas notion de vert non plus, etc., etc. Donc il y a non seulement cet aspect de l'infinité des causes et des conditions ayant amené à cet objet-là, mais il y a également l'infinité des perceptions potentielles relatives à cette tasse-là. C'est-à-dire la façon dont, le fait que si on la perçoit telle qu'elle, c'est parce que en tant qu'être humain, on a un certain nombre d'organes de perception et également un certain vécu qui fait qu'on va projeter un certain nombre de choses sur cette tasse qui ne sont pas là de base. Notamment le fait qu'elle a un visage, alors que techniquement, elle a juste deux yeux et une bouche qui fait voilà. Mais c'est des traits, c'est pas un visage. Mais moi, je vois un visage, par exemple. Tout ce genre de choses, parce que ça vient d'un ensemble pareil, de facteurs, d'historiques, d'éléments psychologiques, etc. sur moi. Donc c'est tout ça aussi, cette notion de vacuité. Et donc pourquoi est-ce qu'ici c'est intéressant? C'est que tout ceci nous permet également, d'un point de vue plus positif, de se rendre compte de l'interdépendance globale de toute chose. C'est-à-dire que cette tasse-là, je n'ai plus forcément à la voir. Alors d'une part, ça me permet de m'en détacher également, parce que voilà, j'évacue toutes les notions préconçues qui me feraient m'y attacher. Ou j'ai un lag là, ok, je pense que c'est bon. Mais de l'autre côté, eh bien, ça a cette notion intéressante de dire, mais du coup, en fait, cette tasse, elle est également reliée à l'entièreté de l'infinité de toutes les causes et des conditions du monde. Elle est interdépendante avec le reste des choses. Elle ne fait pas obstacle à tout le reste des phénomènes, en fait. Et donc, on est tous interdépendants. Donc, non seulement ça permet de créer cette idée du détachement par rapport aux objets physiques, mais de l'autre, et à soi-même aussi, hein, parce que comme tu disais, Madame Anandon, hein, au bout de ligne, en fait, tout est vacuité. La vie humaine, animale et nature seraient vacuitées également. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une vacuité au sens négatif. Et ça, il faut toujours faire attention d'éviter le premier écueil qu'on a lu ici, hein, qui serait de mettre en parallèle ou de mettre un signe égal entre la notion de vacuité et la notion d'annihilation ou la notion de nihilisme, la notion d'absence complète de choses. Parce que les choses existent, mais c'est juste que les choses existent d'une manière interdépendante, d'une manière sans nature propre, d'une manière impermanente, par la mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui remontent à l'infini et qui se combinent les unes avec les autres. Mais du coup, ça permet de se rendre compte que eh bien, tous les êtres participent de cette même vacuité. Donc ça permet également de se dire, ok, bah, quand je me vois moi, quand je vois quelqu'un d'autre, quand je vois un animal, quand je vois une tasse, etc., eh bien, en fait, on participe tous d'une certaine façon de la vacuité et on participe tous d'une infinité de causes et de conditions. Et donc, pourquoi vouloir, hein, d'une certaine façon, heurter ou faire mal à des choses qui participent également de la même nature, enfin, nature, il faut que je fasse gaffe avec le mot nature parce que c'est pas la même nature, mais qui effectivement participent à cette infinité de causes et de conditions. C'est ça. Bah, la vacuité et le vide, c'est la même chose en termes de... Mais ça dépend ce que tu mets derrière. Et c'est là où il faut faire très attention, en fait, parce que le vide, quand on dit le vide ou la vacuité, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais à l'instant, mais je réinsiste dessus, ce n'est pas une annihilation, ce n'est pas le fait que les choses n'existent pas. C'est que les choses n'existent pas sous l'angle dans lequel on le perçoit nous-mêmes, comme étant indépendant, sous un angle vraiment indépendant, avec une essence propre, une essence de grec, une essence de tasse, qui serait inchangeable, qui serait là de toute éternité et qui serait indépendant d'une certaine façon des causes et des conditions. C'est ça en fait, l'erreur qu'on essaye d'évacuer avec le concept de vacuité. Mais c'est une notion qui est complexe, hein, on va pas se mentir, c'est extrêmement, extrêmement complexe.
Et c'est pour ça que plutôt qu'un vide existentiel, moi je parlerais plutôt d'un vide essentiel en fait, un vide d'essence, pas un vide d'existence. L'existence est là, mais c'est une existence sans essence. C'est c'est plus dans ce sens-là. Parce que sinon, si tu dis que c'est un vide existentiel, tu reviens sur le même problème, hein, qui est du coup cette idée de les phénomènes seraient du coup seraient égaux à l'annihilation, seraient un vide d'annihilation, seraient sans existence. Ils ont une existence, mais c'est une existence qui n'est pas basée sur une essence. C'est une existence qui est basée sur la mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui se combinent, qui apparaissent, qui disparaissent et qui arrivent au bout du compte à créer un greg et une tasse qui eux-mêmes participent à cette infinité de causes et de conditions et qui finiront également par du coup disparaître aussi, puisque tout est impermanent. Voilà. Ah bah, j'avais dit, hein, aujourd'hui c'est le fun aujourd'hui, c'est le fun. C'est le fun philosophique aujourd'hui. C'est le FP, le fun philosophique. Donc ça, c'était les 3 premières erreurs, hein, qu'ils voulaient éviter. Donc comme on a un petit peu digressé, je vous rappelle du coup ces 3 erreurs, qui seraient de dire: erreur 1, cette tasse n'existe littéralement pas. Voilà, on est dans la matrice, tout ceci est une illusion, position nihiliste, position extrême du non-être, ceci n'existe pas. Faux, voilà, faux, pas dessus. Deuxième erreur, ce serait de dire que la tasse en elle-même, c'est la vacuité. Cet objet physique, avec ses caractéristiques spécifiques, eh bien, serait égal à la vacuité. Non, c'est faux. C'est vrai d'une certaine façon, mais c'est faux dans le sens où, eh bien, pour arriver à la vacuité, pour comprendre la vacuité sur la base de ce phénomène physique, il va falloir analyser et se rendre compte, en fait, que cette tasse n'a pas d'essence, qu'elle est juste une infinité de causes et de conditions. Et la troisième erreur, ce serait de dire que quand on fait justement ce travail, à un moment d'analyse des phénomènes, eh bien à un moment, c'est comme si on finissait par arriver à un élément physique qui serait coexistant à la vacuité. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus continuer cette régression et cette analyse des causes et des conditions plus loin, on arriverait à un blocage, et ce blocage serait lui-même la vacuité. Et donc il resterait un élément physique au sein de la vacuité, un élément sensible au sein de la vacuité, ce qui est faux. Voilà, jusque-là, on est d'accord? Tout va bien? Et donc on peut continuer, hein. Les 3 propositions précédentes permettent d'éliminer la sensibilité fallacieuse au moyen du raisonnement. Voilà, on a raisonné. Et en quatrième, bien sûr, hein, le petit feinte, malgré tout ce que je vous ai dit, en quatrième, le sensible est lui-même vide. Après avoir passé 3 chapitres à dire le sensible n'est pas le vide, le sensible est lui-même le vide. Comment ça? Eh bien, tout simplement, quelle en est la raison, hein? Aucune entité sensible n'est en quelque manière que ce soit différente de la vacuité authentique, car aucune n'a par définition de nature propre. Voilà bien pourquoi le sensible est solidaire du vide. Ce qui est vrai de la vacuité du sensible est pareillement vrai de toutes les autres entités. Il importe d'appliquer son esprit sur ce point. Donc là, ce qu'il nous dit, hein, c'est globalement ce que je vous explique depuis tout à l'heure, hein, c'est que malgré ce qu'on a expliqué, le sensible et le vide ne se font pas obstacle, le sensible et le vide ne sont pas fondamentalement différents. Tout simplement, eh bien, quand on se rend compte que cette tasse n'a pas de nature propre de tasse, n'a pas d'essence de tasse, qu'elle est un ensemble de causes et de conditions, qu'elle est impermanente, qu'elle est interdépendante avec toute chose, à ce moment-là, eh bien, on arrive tout simplement à la notion de la vacuité, en fait. Quelqu'un a du Doliprane pour moi. Ah, c'est du fun, hein. On passe un bon moment là. Donc voilà, au final, la vacuité et le sensible ne sont pas fondamentalement différents. En fait, ce sont comme les 2 faces d'une même pièce, suivant l'angle d'analyse qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le fait que les phénomènes physiques existent, mais on ne peut pas aussi nier le fait que ces phénomènes physiques, lorsque l'analyse en évacue les différentes caractéristiques, eh bien, finissent par retomber dans ce qu'on pourrait appeler la vacuité ou le vide. Donc il n'y a pas de réelle différence entre les phénomènes physiques, les phénomènes sensibles et la vacuité. Les deux ne sont qu'en fait 2 visions de la même chose sous des angles d'analyse différents. Enfin, un qui est pris sous l'angle de l'ignorance d'une certaine façon et l'autre qui est pris sous l'angle de l'analyse. Et ce que finit ici par dire l'auteur, hein, c'est de dire que là, on a appliqué au sensible, parce que c'est le plus facile à comprendre avec l'aspect matériel des choses. Ça s'applique également aux autres éléments, notamment aux 5 agrégats.
tels que la perception, la sensation, la conscience, etc. Pour donner un exemple simple, hein, si je prends la notion de sensation, qui est le fait j'ai touché une tasse, eh bien, effectivement, pour toucher une tasse, on va avoir l'impression qu'il y a un doigt physique qui touche une tasse physique, mais si derrière on continue à pousser à nouveau cette analyse, le doigt physique qui est là fait partie du Greg qui va analyser des choses, mais le Greg eh bien, a eu des parents, il a eu des conditions, il a eu une éducation, il a eu une sensation, il a un doigt, le doigt n'est pas brûlé au bout, ce qui fait qu'il a encore un peu de sensation de toucher, mais potentiellement il peut avoir de la corde parce qu'il a joué de la guitare, donc il a une certaine sensation de toucher. Voilà, vous voyez, tous ces éléments-là en fait vont pouvoir à nouveau s'analyser, se décomposer pour arriver à nouveau à une infinité de causes et de conditions qui permettent de se détacher de la notion essentielle du doigt du Greg et de la tasse. Voilà. Et donc, cette fiche qui est dit hein, sur YouTube, il y a un cours du prof Nakamura Hajime sur la philosophie du vide, analyse du texte Hanya Shingo. Je t'envoie un MP sur Discord, mais il faut le regarder avec ta femme, je pense, c'est high level. Il faudrait que je le réécoute aussi, c'est extraordinaire. Ah ouais, oui, j'imagine, ouais. J'imagine. Je t'envoie bonus son cours sur l'analyse du Dhammapada, plus compréhensible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà en tout cas déjà cette première compréhension de la vacuité qui est pour cette première étape analysée sous l'angle des phénomènes, c'est-à-dire ou du sensible. On part du sensible et en analysant le sensible, en regardant le lien du sensible à la vacuité et les erreurs qui peuvent être réalisées dans cette analyse-là, on aboutit à vraiment cette compréhension de l'analyse, enfin à cette compréhension du fait que la vacuité et le sensible sont globalement la même chose d'une certaine façon. Mais ils ne sont pas la même chose sous d'autres angles. Attention. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, l'analyse donc de l'examen mental mettant en lumière l'indissociabilité de la vacuité et du sensible. On va rester un peu sur la même idée. En second, nous envisageons l'examen mental mettant en lumière l'indissociabilité de la vacuité et du sensible sous 4 chefs. Donc le sensible et la vacuité ne sont pas divisibles. En premier, la vacuité n'est pas en tant que telle le sensible, car la vacuité est vacuité du sensible. Attendez, je vais le refaire. Oh. En premier, la vacuité n'est pas en tant que telle le sensible, car la vacuité est vacuité du sensible. Pourquoi? En général, l'explication est plus claire que l'intitulé. Hein. Quelle en est la raison? On déclare que la vacuité n'est pas sensible car le vide d'annihilation n'est pas partie intégrante du sensible. Mais on tient que la vacuité est telle qu'elle le sensible, car la vacuité authentique n'est en aucun cas autre que le sensible. Aussi bien, dès lors que la vacuité authentique est par définition indissociable du sensible, il s'ensuit que le vide d'annihilation n'est pas partie intégrante du sensible. En fait, en réalité, hein, pour simplifier, c'est à peu près la même chose que le premier point qu'on a discuté tout à l'heure, c'est cette fois-ci analyser sous l'angle de la vacuité. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du fait que les phénomènes en eux-mêmes ne sont pas le vide d'annihilation. Ils ont une existence telle quelle. Ils existent quand même malgré tout. Ils ne sont pas en mode la matrice, tout est une illusion, etc., etc. Et donc, on avait dit que du coup, les phénomènes ne sont pas la vacuité, qui serait une erreur, une conception fausse de la vacuité, qui serait une vacuité d'annihilation. Ils sont quand même existants sous un certain angle. Et là, en fait, c'est exactement la même idée. Hein. C'est parti sous l'angle de la vacuité, c'est de dire que la vacuité en elle-même, puisque la vacuité n'est pas une annihilation des choses, la vacuité ne veut pas dire que les choses sont détruites, que les choses n'existent pas, que les choses sont une illusion. Alors, en réalité, la vacuité est bien en lien avec les phénomènes, parce que tout simplement, c'est une compréhension de la réalité de ce que sont les phénomènes physiques. Mais s'il ne s'agit pas ici d'une vacuité d'annihilation. Voilà. La vacuité est-elle vacuité d'elle-même? Ah oui, c'est un classique, hein, même la vacuité est vacuité. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu parles de la vacuité et vacuité, alors là, c'est philophone, hein, on est sur du philophone aujourd'hui. Hein. Philophone, la vacuité est vacuité, parce qu'en fait, si tu parles de la vacuité, en tant qu'être humain, tu ne peux pas t'empêcher d'y surajouter des notions. C'est-à-dire que, comme on a un esprit qui est duel, toute explication de la vacuité va à un moment passer par des notions préconçues que tu as dans ton cerveau d'être humain, que tu vas conceptualiser. Et or, comme la vacuité est censée être en dehors de tout concept et de toute dualité, la vacuité est elle-même vacuité. C'est-à-dire que ce que tu appelles la vacuité
et ce que tu conçois de la vacuité avec ton raisonnement d'être humain n'est pas la réelle vacuité. En fait, il y a forcément des notions qui sont rajoutées par-dessus. Donc il faut appliquer la vacuité à la vacuité. Yeah. Et en gros, la question, c'est de comprendre le paradoxe entre le sensible et la vacuité inhérente des choses, dit Chessfish, dans le sens où si tout est vide, pourquoi les choses existent? Parce que ce n'est pas un vide d'annihilation, je le maintiens, ce n'est pas un vide d'annihilation, c'est juste une compréhension du fait que cet objet physique est un enchaînement infini de causes et de conditions, et qu'il n'a du coup pas d'essence propre, qu'il est impermanent et qu'il est interdépendant avec l'entièreté du reste des choses de l'univers. C'est ça la vacuité en fait. C'est de se dire en fait, si je regarde cette tasse, mon regard s'arrête à un élément physique qui est la tasse, mais si si j'avais vraiment l'œil d'un Bouddha, je verrais l'entièreté des causes et des conditions qui l'ont créé. Je verrais le potier, je verrais ou la potière, je verrais les parents de la potière, je verrais l'éducation de la potière, je verrais son apprentissage de la poterie, je verrais la matière qu'elle a utilisée, comment la matière a été créée, comment la matière a été mélangée, comment les pigments ont été mélangés, comment les pigments sont créés dans la terre, comment l'univers s'est créé avec le soleil et la terre et, et la vie. Et je remonterai aux petites amibes dans l'océan là qui font ploc ploc ploc. Voilà. C'est ça en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas en fait. C'est juste que quand on analyse tout ça, on se rend compte qu'en fait cette tasse est à la fois beaucoup moins que la tasse, c'est beaucoup plus que la tasse. Elle est beaucoup moins que la tasse dans le sens où, eh bien, ce n'est plus réellement un objet physique elle n'a aucunement des réels. Ses caractéristiques de tasse tombent, elle s'évacue d'elle-même, elle coule. Et pourtant, elle est aussi beaucoup plus qu'elle-même parce qu'elle est reliée à l'entièreté des choses. Et voilà, c'est ça. La vacuité, c'est la nature vraie des choses et le sensible, notre perception. C'est ça. Et c'est d'une certaine façon ça. Oui. En fait, c'est ça. Le sensible, c'est la perception erronée qu'on va avoir des choses comme étant permanente, non dépendante des causes et des conditions, un élément physique qui serait là, posé et qui serait différent de moi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, mais à nouveau, il faut garder en tête qu'elle a quand même une existence physique, cette tasse. On ne peut pas nier le fait que physiquement, elle est là. Elle a une dureté, elle a une couleur, etc. Mais même tous ces éléments-là d'analyse, de dureté, de couleur, etc., sont aussi des surimpositions de ma part. Ok, c'est deep, man. Mec. C'est deep. C'est ça, c'est ça. Ah, là, Ah, je vous l'avais dit, aujourd'hui, on est bien, là. C'est deep, man. Elle est bien, celle-là. Elle est bien. C'est deep, man. Voilà, donc ça, c'était le premier point. La première erreur aussi qui, d'une certaine façon, peut être commise vis-à-vis de la vacuité, c'est de traiter la vacuité à nouveau comme un vide d'annihilation. Et c'est vraiment l'erreur et vous voyez comme très vite, très très vite, on a tendance à retomber nous-mêmes dedans, en fait. En disant, mais du coup, rien n'existe. Ah non, les choses existent. C'est juste que elles existent, mais de façon impermanente et interdépendante de toutes les causes et conditions qui sont tout autour et qui ont amené à leur création ad infinitum. Voilà. Alors, Madame Dandan qui dit l'entièreté des causes et des choses où la nature vraie sont pourtant existentielles. Alors, je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis. L'entièreté des causes et des choses où la nature vraie sont pourtant existentielles. Oui, elles ont une existence, oui. Alors oui, elles ont une existence, mais du coup, elles n'ont pas d'essence. Elles ont une existence, mais pas d'essence, ouais. C'est plus dans ce sens-là qu'on peut éventuellement le comprendre. J'insiste sur cette différence entre existence et essence, parce que techniquement, elles existent, elles sont là, mais elles n'ont pas d'essence propre. Elles sont ouais, voilà, elles sont insubstantielles, si vous voulez. Elles n'ont pas de substance, peut-être que mieux que essence, tout dépend ce que vous voulez mettre comme mot derrière, essence ou substance, peu importe, mais il va falloir un deuxième café pour suivre. Nice, nice, nice. Ah, on continue, là, on s'échauffe, là, on est bien, là. Allez, en second. En second, la vacuité n'est pas en tant que telle franchement, l'auteur, je suis désolé, l'auteur, il troll. L'auteur, il troll à 100%. Il voulait vraiment que les gens ils soient comme ça en lisant le texte. Hein. Il troll à mort, quoi. Donc, on reprend. En second, la vacuité n'est pas en tant que telle le sensible, car elle est vacuité du sensible. Je vous rappelle le premier point qui était, hein, en premier, la vacuité n'est pas en tant que telle le sensible, car la vacuité est sensible. Et le deuxième point qui est donc, la vacuité n'est pas en tant que telle le sensible, car elle est vacuité du sensible. Non mais l'auteur, il le fait exprès, je suis désolé, il le fait exprès.
À côté, c'est marrant parce que c'est drôle, c'est un peu troll, c'est marrant. Donc, que veut dire le deuxième point, hein? Quelle en est la raison? La vacuité n'est pas en elle-même sensible, car le principe de la vacuité est différent des signes différentiels du bleu ou du jaune. Mais la vacuité est déclarée indissociable du sensible dès lors que la vacuité authentique, qui diffère des signes différentiels du bleu ou du jaune, n'est en aucun cas autre que le bleu et le jaune en eux-mêmes. C'est parce qu'elle n'est en aucune façon différente du bleu et du jaune en eux-mêmes qu'elle ne peut être en elle-même le bleu ou le jaune dans leurs signes différentiels. Aussi bien déclarons-nous que la vacuité se rapporte au sensible en lui-même, mais ne lui est pas solidaire dans ses signes différentiels. Alors, ce qu'il dit ici, en gros, ce qu'il dit ici, c'est de dire cette tasse. On va prendre l'exemple du verre de la tasse parce qu'il prend l'exemple du jaune et du bleu. Je crois du bleu, je sais plus, bref, du jaune en tout cas. Le verre de la tasse. En fait, ce qu'il explique ici, c'est que concrètement, le verre de la tasse n'est pas réellement différent de la vacuité. Tout simplement parce qu'à nouveau, hein, si on part sur qu'est-ce que le verre, eh bien, en analysant tout ça, eh bien, on peut voir l'entièreté des causes. Alors, on peut essayer d'imaginer et concevoir l'entièreté des causes et des conditions qui ont amené à la création du verre qui est présent sur cette tasse. Et donc, il n'y a pas de différence fondamentale entre la vacuité et la couleur verte. Finalement, la vacuité n'est autre que la couleur verte quand on l'a analysé jusqu'au bout, ou comme il dit ici dans le texte, je ne sais plus quel terme il utilise, mais le terme est bon, voilà, le vert sans ces signes différentiels, c'est-à-dire en fait sans tout ce qu'on va attacher au vert et sans le fait de s'attacher réellement à la couleur verte en elle-même. Donc toutes les caractéristiques du vert, en fait, c'est quand on va plus loin, le pigment, etc., la création du monde, machin, machin. C'est ça qu'on analyse quand on analyse du coup l'aspect physique du verre suivant l'angle de la vacuité. Donc il n'y a pas fondamentalement une différence entre les deux, en fait. C'est ça qu'il existe, c'est ça qu'il dit. Mais il n'empêche que, malgré tout, c'est ce qu'on disait en deuxième point tout à l'heure quand on analysait les phénomènes, eh bien ce verre tel quel ne peut pas être dit exactement comme étant la vacuité. On ne peut pas juste dire le verre égale la vacuité. Non, mais par contre, le verre, suivant l'analyse, effectivement, n'est pas différent de la vacuité. Donc c'est ça qu'il explique, hein. Je vais vous relire un coup le texte avec cet exemple, je pense que c'est plus clair. Quand il dit, hein, quelle en est la raison? La vacuité n'est pas en elle-même le sensible, car le principe de la vacuité est différent des signes différentiels du bleu ou du jaune. C'est-à-dire, hein, la vacuité en elle-même ne peut pas se ramener tout simplement au verre de la tasse, tel qu'il serait pris maintenant. Mais la vacuité est déclarée indissociable du sensible dès lors que la vacuité authentique qui diffère des signes différentiels du bleu ou du jaune n'est en aucun cas autre que le bleu ou le jaune eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au final, c'est sur cette analyse du bleu et du jaune qu'on peut arriver à la conception de la vacuité, donc à l'analyse du verre de la tasse qu'on peut arriver à la conception de la vacuité, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réelle différence entre les deux. C'est une analyse de la même chose. C'est parce que Voilà, c'est parce qu'elle n'est en aucune façon différente du bleu et du jaune en eux-mêmes qu'elle ne peut être en elle-même le bleu ou le jaune. C'est-à-dire qu'elle sert de base d'une certaine façon au bleu ou au jaune, puisqu'elle est l'infinité des causes et des conditions qui ont amené à cet état de fait, mais elle ne peut être en elle-même ramenée directement à ce phénomène-là. Sinon, on retomberait sur la deuxième erreur dont on parlait au début, hein, qui serait de dire, d'une certaine façon, les phénomènes tels quels sont tout simplement la vacuité. Les phénomènes tels quels ont une existence réelle. La notion qui serait du coup la notion essentialiste un peu des choses, hein, en disant chaque élément, chaque objet, chaque être, chaque animal, etc., ont une essence qui est indépendante des causes et des conditions, qui est inchangeable. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà. Et Madame Adadandan qui dit en bout de ligne, pourquoi la notion de vacuité? Eh bien tout simplement parce que derrière, il faut qu'on donne un mot à cette compréhension des choses, en fait, qui est parce qu'on est des êtres humains, en fait. Et c'est le piège de la vacuité, hein, c'est le fait qu'on va donner un nom à quelque chose qui, en fait, est une notion non duelle, qui représente l'entièreté de l'interdépendance des causes et des conditions, l'absence de dualité de chaque élément. C'est en fait, ça permet de comprendre également ce qui va se passer du coup dans certains types de méditation où on va réussir à comprendre tous ces éléments-là d'une façon beaucoup plus instinctive, mais vu qu'en tant qu'être humain, on a besoin derrière de conceptualiser les choses, eh bien, il va falloir donner à cette expérience de la non-dualité
une forme d'existence rationnelle par le raisonnement. Et vu qu'on est des êtres de raisonnement, hashtag Plotin, hashtag l'homme Plotin, euh, vu qu'on est des êtres de raisonnement, en fait, on est obligé à un moment de conceptualiser et de donner un cadre à l'expérience qu'on va pouvoir avoir. Donc la vacuité est quelque chose qui peut se saisir instinctivement dans la méditation, mais qui derrière, si on veut l'expliquer, eh bien, il va bien falloir lui donner un nom, il va bien falloir lui donner une forme, à nouveau une forme d'existence. C'est pour ça qu'il faut appliquer la vacuité à la vacuité, mais donner une forme d'existence et de concept pour pouvoir derrière expliquer ce que c'est et ce que ce n'est pas en fait. Donc on a besoin à un moment de mots, on ne peut pas juste dire cette expérience existe. Qu'est-ce que c'est? Parce que sinon, tu te retrouves avec la... Et c'est toujours la problématique de toute forme d'expérience mystique, et cette expérience de la vacuité en méditation en fait partie. Pas que je l'ai réalisé moi-même, loin de là. Mais cette expérience mystique de la vacuité en méditation, tout simplement, comme toute forme d'expérience mystique, elle a cette caractéristique qui fait partie, d'après William James, des caractéristiques de l'expérience mystique, qui est de dire elle est globalement impossible à décrire réellement. Elle a un côté indicible qui fait qu'on est toujours bien embêté. Donc à un moment, il va falloir essayer de partager ce qu'on a vécu, parce que sinon on reste juste... Ça s'est passé comment ta méditation? Et là, même en faisant ça, du coup, on a déjà donné une info qui est peut-être pas la bonne. Voilà. Ah, c'est ça, Catfish qui disait, moi quand je méditais beaucoup, à un moment, je me fondais dans la nature, je devenais montagne, rivière et que ça n'a aucun rapport. Bah si, en fait, c'est un rapport complet, en fait. C'est une expérience de non-dualité. Ça a finalement un lien avec ce qu'on discute relatif à la vacuité aussi. Et ça aura d'autant plus un lien quand on va aller plus loin, parce qu'à nouveau, cette analyse de la vacuité n'est qu'une analyse préliminaire qui est faite dans ce bouquin. C'est pour rappeler les bases. Les bases nous donnent déjà envie de péter un câble, mais c'est les bases. Après, ça va plus loin. Mais du coup, ça a tout à fait un rapport, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Mais du coup, derrière, quand tu as besoin de poser les choses par mots et de conceptualiser tout ça, eh bien, tu as besoin de créer des notions, et les notions, derrière, d'expliquer en quoi elles diffèrent d'autres notions, quelles erreurs peuvent être commises quand on analyse ces notions, etc., etc. D'où l'intérêt et l'importance, du coup, d'avoir cette notion de la vacuité, et qui est en fait un élément que sont censés avoir réalisé, justement, tous les Bouddhas, puisque eh bien, eux, ils vivent et ils voient les choses sous l'angle de la vacuité. Même s'ils gardent en tête que les phénomènes existent, ils les voient aussi, mais ils voient aussi l'entièreté des causes et des conditions. Donc ils voient les choses et ils vivent les choses sous cet angle de, justement, la vacuité. Voilà. Ensuite, le numéro 3. En troisième, la vacuité n'est pas telle quelle partie intégrante du sensible, car elle est indissociable du sensible. Mais quand est donc la raison? La vacuité est support, et non quelque chose qui s'appuie. Elle n'est donc pas en elle-même le sensible, mais étant donné que ce qui s'appuie, c'est-à-dire le sensible, requiert toujours un point d'appui, la vacuité est de ce fait indissociable du sensible. En vérité, c'est parce qu'elle est le support que la vacuité n'est pas en elle-même le sensible qui s'appuie sur elle, mais c'est aussi parce qu'elle est support de quelque chose que la vacuité est indissociable du sensible. C'est dans ce sens que, si la vacuité est indissociable du sensible, c'est qu'elle n'est pas en elle-même celui-ci. Donc là, c'est juste une façon un peu complexe, à mon sens, d'expliquer cette idée de dire que, en fait, si on reprend l'exemple de la couleur de ma tasse, par exemple, ou la forme, on va dire, ouais, la couleur de ma tasse, je veux dire même carrément la matière de ma tasse, c'est peut-être plus simple. Voilà, en fait, cette tasse, on va prendre cette tasse. Cette tasse-là, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire qu'en fait, elle s'appuie sur la vacuité. Comment est-ce qu'elle s'appuie sur la vacuité? Eh bien, tout simplement parce que pour arriver à cette tasse, il a fallu une infinité de causes et de conditions. Et en fait, cette infinité de causes et des conditions, elles-mêmes causées par des infinités de causes et de conditions, eh bien, c'est ça en réalité la vacuité. C'est ça qui me permet d'arriver à cette idée de l'absence d'essence de la tasse. Donc, cette tasse, les phénomènes physiques tels qu'elle apparaît là, elle s'appuie bel et bien sur la vacuité, c'est-à-dire elle s'appuie bel et bien sur cette absence d'essence et sur cette interdépendance de toutes les choses, sur cette infinité de causes et de conditions qui ont amené jusqu'à sa création. Donc la tasse s'appuie bel et bien sur la vacuité, mais pas l'inverse. La vacuité, c'est pas quelque chose qui va se rajouter par-dessus la tasse. La vacuité est d'une certaine façon l'origine ou la base de la tasse qui aboutit là maintenant tout de suite à un phénomène temporaire qui est
la tasse et qui me paraît, moi, avoir une existence séparée alors qu'en fait, elle n'en a pas. Voilà. En gros, c'est tout simplement ça qu'il explique ici. En fait, on revient toujours un petit peu sur les mêmes notions, hein, mais c'est abordé sous des angles légèrement différents pour essayer de nous faire un peu comprendre de quoi il est question en réalité ici. Et donc, il continue en disant: «Les 3 chefs précédents permettent de dissiper la sensibilité fallacieuse au moyen du raisonnement». Et en quatrième, eh bien, tout simplement, la vacuité est indissociable du sensible. Quelle en est la raison? Eh bien, le vide est indissociable du sensible, parce que la vacuité authentique ne diffère en aucune façon du sensible. Étant le principe de l'insubstantiabilité des entités, il n'a rien à voir avec le néant. Ce qui est vrai du sensible en tant que vide est pareillement vrai de toutes les autres entités. Il importe d'appliquer son esprit sur ce point. Donc là, il nous rappelle à nouveau, hein, qu'on ne parle pas ici d'un vide en tant que néant, on ne parle pas d'un vide d'annihilation, un vide nihiliste. C'est toujours la même chose, hein, on insiste vraiment sur ce point-là, qui serait de dire autant la vacuité représenterait une espèce d'absence de toute chose, et la tasse elle-même ne serait littéralement non existante. Donc non, ce n'est pas ça, il y a bien une existence, mais tout simplement, qu'est-ce que la vacuité? Eh bien, c'est l'insubstantiabilité de chaque élément de cette tasse, c'est-à-dire la compréhension qu'on a de la tasse lorsqu'on comprend qu'elle n'est qu'une régression infinie de causes et de conditions qui ont amené à une forme d'existence temporaire, mais qui, de par du coup cet enchaînement de causes et de conditions, euh, n'est pas séparé du reste de l'entièreté de l'univers. Voilà. Et Madadandan, qui la vacuité m'apparaît comme le point de départ pour atteindre le sensible. Ah, on a souvent tendance à faire plutôt l'inverse, mais les deux sont possibles, ouais. Ouais, et c'est un point sur lequel on reviendra plutôt la fois d'après, c'est qu'en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire que vraiment le sage, alors à nouveau pas moi, hein, moi je suis un touriste, hein, mais le vrai sage, il est censé pouvoir voir la vacuité dans les phénomènes, ce qui me paraît pas être enfin, pas être tant difficile que ça, parce que ça marche beaucoup sur le raisonnement. Mais il est également capable, à partir de la vacuité, de voir les phénomènes. Parce qu'effectivement, il voit en fait tout ça. Voilà. Et Chessfish qui dit: «Je sais pas, je pense que le sensible est là par défaut». Voilà, vacuité pour déconstruction, bah, ouais, d'une certaine façon, ça pourrait être ça. En fait, vacuité, pourquoi vacuité? Parce que vide d'essence, en fait. C'est ça, en fait, vacuité, hein. La vacuité, c'est l'absence d'essence propre, l'absence d'âme, l'absence d'essence propre des choses. C'est ça. Ouais. Et Chessfish qui dit: «Je sais pas, je pense que le sensible est là par défaut». Ouais, c'est des discussions qui peuvent être intéressantes aussi à avoir. Heu, d'où vient le sensible, et cetera. Mais on va pas forcément trop rentrer là-dessus, tout simplement parce qu'aussi, d'un point de vue bouddhiste, tout ça reste un petit peu flou. Il peut y avoir des brides d'informations à droite à gauche, mais par exemple, on va pas avoir un système aussi clairement défini qu'on peut l'avoir, par exemple, je reprends Plotin et le néoplatonisme, par exemple, où le système vraiment de procession de l'un jusqu'au sensible, heu, en passant par l'intellect, l'âme, et cetera, est relativement clair. C'est pas si évident que ça en a l'air, mais c'est relativement clair. Là, dans le bouddhisme, c'est un peu plus obscur, en fait. C'est un peu plus obscur. Et tout simplement parce qu'en fait, le Bouddha, de base, ne se prononce pas sur ces questions, en fait, sur les questions de d'où vient l'univers, et cetera. Donc cette procession qu'on va retrouver, par exemple, dans le néoplatonisme avec voilà, l'évolution de l'un, qui, par sa puissance, va générer d'une certaine façon, sans forcément le vouloir, l'intellect, qui est vraiment le monde des idées, qui elle-même, de par sa puissance, va générer l'âme, qui elle-même, de par sa propre puissance, va former le sensible en se basant sur l'intelligible. Toutes ces choses-là, euh, enfin, d'une certaine façon, c'est un peu schématisé ce que je dis, hein, mais et un peu faux aussi, mais c'est un peu schématisé. Tous ces éléments-là qui sont assez clairs dans d'autres formes de philosophie ou de religion ne sont pas clairs dans le bouddhisme, en fait. Tout simplement parce que le Bouddha, son but, c'est de faire cesser la souffrance. C'est pas de chercher une métaphysique, c'est pas de chercher à fonder une théologie. Son but, c'est de comprendre d'où vient la souffrance et comment est-ce qu'on peut, du coup, arrêter cette souffrance. Et donc, un des éléments qui sert à ça, hein, c'est du coup cette notion de vacuité, en disant, ben, effectivement,
Quand je m'attache à cette tasse, je m'attache en fait à quelque chose qui pourtant n'a pas de réelle essence propre, qui n'a qu'une, existence temporaire, parce qu'elle ne vient que de la mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui ont abouti à sa création, mais qui finiront par aboutir à sa destruction. Et donc en gardant ça en tête, eh bien si à un moment je fais tomber cette tasse, c'est sûr ça va me saouler parce qu'elle est belle, mais de l'autre, je serais peut-être moins, énervé que si j'étais resté attaché à la substantialité, l'existence propre de cette tasse-là, en fait. Et c'est à ça aussi que sert la vacuité. Et c'est de comprendre aussi à quel point toutes les causes et les conditions sont liées entre elles comme ça. C'est ça. Et Chelsea qui dit: «Ah, tu parlais du coup, sur l'idée que le sensible est là par défaut, c'est par rapport au fait que par défaut, dans le sens où on est avec des sens et on en fait l'expérience qu'on le veuille ou non». Oui, tout à fait. Là-dessus, on n'a pas le choix, effectivement, ouais. Effectivement. Mais à nouveau, et ces sens conditionnent d'une certaine façon notre réalité, mais du coup, heu, la réalité perçue par les sens est forcément erronée, puisque à nouveau, si on était un chat, on aurait une perception ou un chien, on aurait une perception du monde complètement différente. Donc la perception du monde qu'on a vis-à-vis de nos sens n'est pas la réalité des choses non plus. C'est ça. Et Dagdag qui dit: «C'est tellement compliqué que c'est pour ça que certains Myokonин avaient une vision claire de certaines vérités spirituelles. Ils appliquaient pas certains filtres mentaux complexes». C'est ça. La vacuité ce matin me fait pourtant souffrir. Ouais, je comprends. Mais oui, et c'est ça qui est intéressant, ce que dit Dagdeg à nouveau, hein, c'est que cette notion de vacuité, typiquement, dans ma branche, on s'en fout un peu. En fait, enfin, on s'en fout un peu. C'est pas. Oui, bah, que tu comprennes ou pas dans la vacuité, dans le Jodo Shinshu, on s'en fiche un peu. C'est pas dramatique, en fait, parce que c'est pas ça qui est important dans ma branche, en tout cas. Dans ma branche, on va dire, le but, c'est de s'en remettre au Bouddha et tout simplement laisser le Bouddha agir sur nous. Donc, d'ailleurs, que tu piges ou pas la notion de vacuité, c'est pas grave, en fait. Tu auras le temps de la comprendre plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, là, j'aborde aussi des notions qui sont des notions importantes dans le bouddhisme et qui, d'un point de vue intellectuel, sont marrantes. Ça fait un peu travailler, quoi. C'est ça, alors que dans le zen, c'est fondamental, tout à fait, Chessfish, tout à fait. Dans le zen, ça va être littéralement fondamental. euh, mais dans le Jodo Shinshu, en fait, c'est un peu. C'est pas forcément nécessaire, en fait. C'est-à-dire que dans le zen, on va finalement arriver à cette compréhension de la vacuité notamment de par la méditation, hein, qui va aboutir justement à cette idée de l'absence de dualité. Et en fait, dans le Jodo Shinshu, la voie est beaucoup plus basée sur le côté émotionnel et le côté relationnel, où en fait, on va d'une certaine façon euh, bâtir une relation, enfin plutôt Amida, le Bouddha va bâtir une relation avec nous, et en s'en remettant au Bouddha, en fait, on va aboutir finalement à des choses qui sont assez similaires, mais suivant une voie qui est complètement différente, qui n'est pas une voie où on va s'appliquer à méditer plein d'heures, à être d'une façon complexe et tout. On va cultiver une forme de lâcher prise, et en fait, en cultivant la forme de lâcher prise, en fait, on va arriver également à ces mêmes concepts un peu de non-dualité, etc., mais sous un angle complètement différent, en fait. Et l'idée, par exemple, que la compassion du Bouddha brille sur l'infinité de tous les êtres, et donc que tous les êtres sont englobés par cette même compassion. C'est ça. Voilà, voilà. Alors, j'essaie de continuer un tout petit peu pour voir si on peut finir cette partie sur la vacuité. Est-ce qu'il en reste encore? Ouais, je pense qu'on peut essayer. C'est vrai qu'il est déjà. Allez, vas-y, let's go. J'avance. De toute façon, vous avez un peu compris l'idée, hein. En quatrième, donc la vacuité est indissociable du sensible. Je crois que je l'avais lu, hein. Quelle en est la raison? Le vide est indissociable du sensible parce que la vacuité authentique ne diffère en aucune façon du sensible, hein, c'est ce qu'on avait lu, étant le principe de l'insubstantialité des entités. Il n'a rien à voir avec le néant. Ce n'est pas donc un vide fondamental, hein. Ce qui est vrai du sensible en tant que vide est partiellement et pareillement vrai, pardon, de toutes les autres entités, donc les autres agrégats. On utilise le sensible parce que c'est le plus facile à décomposer. Décomposer la sensation ou la perception suivant le même schéma, c'est plus complexe, même si ça peut se faire. Le sensible, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Il apporte d'appliquer son esprit sur ce point. Et en 3, on a l'examen mental sur la non-obstruction du vide et du sensible. En troisième, l'examen mental sur l'absence d'obstruction entre le sensible et le vide se réfère au fait que le sensible n'est tel quel pas autre que le vide, qu'il est en entier le vide qui épuise le sensible. Donc là, c'est globalement ce qu'on a expliqué depuis le début, hein. Aussi bien le vide s'actualise-t-il en laissant le sensible intact dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à nouveau entre le vide et la forme, hein, entre le sensible, entre cette tasse et la vacuité. Cette tasse participe de la vacuité, ou la vacuité participe de cette tasse, peu importe plutôt la tasse participe de la vacuité, plutôt. Euh,
Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, hein, c'est tout simplement le vide, c'est tout simplement ce qui épuise le sensible. C'est-à-dire, c'est l'analyse et la compréhension réelle de ce qu'est cette tasse, mais ça laisse telle quelle la tasse physiquement du moment, existante. Ça ne l'annihile pas, mais ça l'analyse. Ça permet de comprendre réellement ce qu'elle est. C'est la réalité de la tasse, mais ça laisse la tasse physique intacte. Le vide n'est de lui-même pas autre que le sensible, il est en de son entier le sensible qui épuise la vacuité. Aussi bien, le vide ne reste-t-il pas une potentialité occultée grâce à cette indissociation naturelle entre vacuité et sensible. C'est-à-dire que même si euh, on ne le voit pas, même si conceptuellement, en tant qu'être humain, on ne le comprend pas ou on ne le voit pas, on ne le sait pas, eh bien, c'est pas pour autant que le vide est occulté, tout simplement parce que le vide, qui est du coup cette infinité de causes et de conditions qui épuisent le sensible, eh bien, il est là, je veux dire, littéralement. C'est pas parce qu'il y a cette tasse qui est physique et que je crois qu'elle est physique et qu'elle a toujours été là comme ça, qu'à un moment, il n'y a pas eu une potière qui l'a faite avec des matériaux, etc., puis la maman de la potière et puis tout le bazar. Cette infinité de causes et conditions, elle est là, en fait. Elle n'est pas occultée. C'est pas une potentialité qui reste là, qui est occultée. Elle est de toute façon là. C'est juste qu'on ne le voit pas forcément. C'est ça. Madame Adadandan qui dit, à la limite, la vacuité est tellement présente dans ce concept qu'elle est à la limite sensible. Je vois un peu l'idée, ouais. Voilà pourquoi, lorsque le bodhisattva examine mentalement le sensible, hein, bah, typiquement Kannon ou Avalokiteshvara dans le sutra qu'on a lu au début, hein, le sutra du cœur, hein, donc quand le bodhisattva examine mentalement le sensible, il ne laisse d'y voir la vacuité, il ne peut que y voir la vacuité. Et lorsqu'il examine mentalement la vacuité, il ne manque d'y voir du sensible. Donc là, c'est vraiment l'idée, hein, c'est que ça marche dans les deux sens. L'absence d'obstacles et d'obstructions est constitutive de la loi de saveur unique. Il importe de s'en aviser en y appliquant son esprit. C'est-à-dire que, effectivement, le bodhisattva, quand il analyse la tasse, il voit, en partant du monde sensible, il est capable de faire cette régression vers la vacuité, mais quand il observe justement cette infinité de causes et de conditions, cette vacuité, ce n'est pas pour autant qu'il oublie la nature réelle, enfin la nature réelle, pardon, pardon, pas réelle, mais la nature physique de la tasse, cette apparence temporaire de la tasse, et donc à partir de la vacuité, il est capable de refaire ce trajet inverse pour ne pas tomber dans le nihilisme et l'annihilationnisme, mais revenir vers le sensible en gardant cette notion de vacuité. Et donc quand il voit la tasse, il voit à la fois la tasse physique et la vacuité qui sert de support à l'existence de cette tasse physique, l'existence temporaire de cette tasse physique. Aïe, so desu ne. Et donc pour terminer ce chapitre sur la vacuité, examen mental sur l'exténuation intégrale et le non-appui. En quatrième, examen mental sur l'exténuation intégrale et le non-appui consiste en la chose suivante. La vacuité authentique, examinée mentalement de cette façon, ne peut être dite ni être en elle-même, ni ne pas être en elle-même du sensible. Donc c'est ce qu'on a vu, hein, c'est à la fois le sensible parce que c'est l'analyse qu'on va faire du sensible et la base sur laquelle repose le sensible, l'infinité des causes et des conditions, l'intemporalité de toute chose, etc., etc., la non-dualité de toute chose. Donc elle est en même temps elle est le sensible, mais en même temps, elle ne peut pas se laisser réduire uniquement au sensible, hein, qui était une des erreurs qui était dite au début, de dire cette tasse physique, c'est la vacuité. Oui et non, du coup. Oui et non. Elle ne peut non plus être déclarée ni être en elle-même du vide. Donc là, c'est un peu la même idée, hein, de dire que attention à la notion de la vacuité. Dans le sens où on va, et il va le dire, hein, toutes ces propositions sont irrecevables, à commencer par cette irrecevabilité. Cette irrecevabilité est à son tour irrecevable. La vacuité authentique étant exténuation radicale et déliaison de tout point d'attache, elle ne peut être atteinte ni par le langage, ni par l'entendement. La fameuse vacuité de la vacuité, du coup. Elle ressortit au domaine de la pratique, quelle en est la raison. Le motif en est que qui conçoit des pensées et meut son esprit se détourne de ce fait de l'être même des entités et passe à côté des conceptions justes. Donc là, c'est vraiment le dernier obstacle important à ce concept de vacuité, c'est justement de faire de la vacuité un réel principe, mettre la vacuité dans une petite case avec des belles petites explications comme exactement ce que je fais depuis le début de ce live, alors qu'en réalité, il le dit ici, la vacuité est ressortie de la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on continue
à attraper la vacuité avec notre raisonnement et notre esprit conceptuel, eh bien, on continue d'une certaine façon à mettre les choses dans des boîtes, à appliquer notre raisonnement et les limites potentielles de notre raisonnement à quelque chose qui, en fait, dépasse entièrement toute conceptualisation, toute compréhension, etc., etc. Et donc, c'est une non-dualité qu'on ne peut saisir que par la méditation. Tout simplement parce qu'à partir du moment où eh bien, on donne un nom à une chose, eh bien, on est déjà dans la dualité, en fait. À partir du moment où on parle de vacuité, en disant la vacuité est ceci, la vacuité n'est pas ceci, la vacuité est cela, la vacuité n'est pas cela, etc., eh bien, on reste dans la dualité, on retombe naturellement dans la dualité, en fait. Donc voilà, et c'est le dernier point qui dit faites attention à ça, hein, du coup, hein, c'est la fameuse vacuité de la vacuité. La vacuité elle-même est vacuité, dans le sens où la notion de vacuité elle-même, il faudrait appliquer à cette notion de vacuité la vacuité. Yeah. Voilà. Et donc il termine en disant hein, ainsi donc, parmi les 4 propositions précédentes, les 2 premières qui tombent sous 8 chefs sont destinées à dissiper les vues du sens commun et à révéler les conceptions justes, c'est-à-dire comprendre ce qu'est le sensible par rapport à la vacuité et la vacuité par rapport au sensible. La troisième proposition est un chef hein. Ah oui, la troisième proposition en un chef parachève, c'est dur à dire ça, en un chef parachève la compréhension intellectuelle et conduit à la pratique. Et la quatrième proposition en un chef marque également la juste réalisation de la pratique en elle-même. Le fait que du coup, hein, c'est la pratique qui doit révéler tout ça et qu'il faut faire attention à justement la façon dont notre esprit a tendance à tout conceptualiser, à tout mettre dans des jolies petites boîtes. Voilà. Si l'on se dispense d'élucider au préalable la compréhension intellectuelle, on s'interdira à jamais de réaliser toute pratique. Mais si à l'inverse, on ne s'avise pas que cette méthode de pratique rompt avec la compréhension préalable, on ne sera pas non plus en mesure de réaliser la compréhension correcte. De même, si on s'en tient à la compréhension intellective sans s'en départir, on sera incapable de pénétrer dans la pratique juste. Telles sont les raisons pour lesquelles la pratique se réalise grâce à l'intelligence, et dès que la pratique se produit, l'intelligence disparaît. C'est-à-dire que, ici c'est intéressant parce qu'il met vraiment hein, cette idée en parallèle on va dire, d'intellection et de pratique, de compréhension intellectuelle et de pratique, en disant la conception intellectuelle, la compréhension intellectuelle est une base qui va du coup vous pousser à pratiquer. Elle vous donne déjà un aperçu de ce qu'est censé être la vacuité, mais c'est un aperçu limité parce c'est toujours basé sur la dualité de ce que nous sommes en tant qu'être humain, notre compréhension, notre raisonnement, etc., etc. Mais du coup, elle nous pousse vers la pratique, une pratique qui du coup est orientée vers la vacuité, et derrière cette pratique orientée vers la vacuité permet d'aboutir à la réelle compréhension qui est au-delà de la compréhension intellectuelle. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est détendu là?